Bonjour et bonne année à tous qui êtes fidèles à ce podcast de l'UNSA Fonction publique. Aujourd'hui, Luc Faré, son secrétaire général, va répondre à nos questions sur les sujets importants de ce début d'année, à savoir entre autres le budget, les retraites, le pouvoir d'achat et la journée de solidarité. Bonjour Luc et bonne année. Bonjour Eric, je te présente tous mes vœux pour l'année 2025, ainsi qu'à tous les auditeurs et à tous les agents publics. Bonne année à tous, effectivement. En ce début d'année, Luc, le gouvernement de François Bayrou prend ses marques. Quelle est votre analyse et celle de l'UNSA Fonction publique ? Après le discours de politique générale du Premier ministre François Bayrou, je peux faire deux constats. Le gouvernement n'a pas été censuré d'office à l'Assemblée nationale, et c'est tant mieux, car notre pays a besoin d'un gouvernement. Et nous, organisations syndicales de la fonction publique, nous avons besoin d'interlocuteurs. Pour la fonction publique de l'État et pour la fonction publique hospitalière, ce sont respectivement le ministre de l'Action publique, de la fonction publique et de la simplification, Laurent Marcangeli, et le ministre de la Santé, Yannick Neuder. Pour les collectivités, ce sont les élus, évidemment, dans chaque collectivité. Le gouvernement va pouvoir préparer le budget 2025 et c'est indispensable. La France et la fonction publique ont besoin d'un budget. Un budget est nécessaire pour que la fonction publique, l'État, les hôpitaux et les collectivités territoriales puissent fonctionner correctement et puissent procéder aux investissements nécessaires. Ça, ce ne sont que deux exemples. Merci Luc. Autre sujet important, les retraites. Est-ce que l'UNSA participe aux échanges sur les retraites, grand sujet social de ces 2 dernières années ? Eh bien oui, l'UNSA participe à ces discussions. Mais François Bayrou a commencé son discours de politique générale par cette question des retraites. Cette question intéresse évidemment tous les Français et elle est au cœur du débat public depuis 2 ans. La décision de réunir les partenaires sociaux et de donner 3 mois de concertation, de discussion, pouvant déboucher sur un accord est une bonne façon d'avancer. Mais à l'UNSA Fonction publique, nous rappelons que la question de l'âge de départ en retraite est un sujet primordial. Celle du financement des retraites aussi. Mais n'oublions jamais que la retraite est la transposition de la carrière des plus anciens. La question du travail et des conditions de travail doit donc aussi être traitée. L'UNSA donc participera à ce cycle de discussion. Tout ce qui pourra améliorer la réforme contre laquelle nous nous sommes mobilisés sera bon à prendre. Je pense en particulier à l'âge de départ en retraite qui obligera les agents et les salariés à partir à 64 ans s'il n'y a pas de modification. Alors toute modification sera une amélioration pour les travailleurs qui souhaitent partir en retraite le plus tôt possible. À l'UNSA, nous pensons que chacun doit pouvoir choisir la date de son départ en retraite, même si sa pension de retraite est moins élevée. C'est l'une des raisons de notre combat contre l'âge légal de départ à 64 ans. Donc concrètement, vous êtes d'accord avec l'approche d'ouverture de dialogue de François Bayrou ? Le fait de remettre tous les partenaires sociaux autour d'une table est un élément qui peut, si chacun fait preuve d'ouverture et de compromis, se révéler gagnant pour le pays dans le contexte de blocage que nous connaissons. Mais lorsque j'ai entendu François Bayrou évoquer l'endettement du pays à cause des retraites, avec des chiffres que je ne comprenais pas, je me suis interrogé sur le message politique qu'il voulait réellement faire passer. À l'UNSA Fonction publique, nous sommes attachés au système de financement par répartition, une des caractéristiques du système français. Les actifs, par leur cotisation et par la cotisation des employeurs, payent la retraite des anciens au travers des caisses de retraite. Cependant, pour les fonctionnaires de l'État, leurs retraites sont payées chaque année en s'appuyant sur une ligne budgétaire. Il n'y a pas de caisse de retraite des fonctionnaires. De plus, comme l'État embauche davantage d'agents contractuels, il y a un déséquilibre financier qui se crée car les contractuels cotisent au régime général. Alors je dis au Premier ministre que le SRE, service de retraite de l'État, est le régime de retraite de base des fonctionnaires, des magistrats et des militaires en France, et que nous sommes attachés à son bon fonctionnement. Il représente une dépense avec une ligne budgétaire de 75 milliards d'euros. En recettes, il y a la cotisation des agents et des ministères. Tout cela est donc un jeu d'écriture, et c'est très logique puisque l'État paye tout seul ses fonctionnaires. Attention d'ailleurs à ne pas confondre les régimes et les règles de calcul. L'important, comme le rappelle le Conseil d'orientation des retraites, est de regarder le taux de remplacement. Et celui-ci n'est pas très favorable aux fonctionnaires, car leurs primes, qui peuvent représenter plus de 20% en moyenne et jusqu'à 40% de leur rémunération, ne sont pas prises en compte pour la retraite.
À l'UNSA, nous sommes aussi attachés à la solidarité entre les 42 régimes de retraite qui permet à l'ensemble du régime retraite en France de s'équilibrer. Par exemple, le régime de retraite des mineurs est fortement déficitaire, car il y a beaucoup plus de retraités que d'actifs qui exercent dans les mines. Mais toutes les retraites sont bien versées. Et là aussi, ce n'est question que de justice. Luc, François Bayrou prépare le budget 2025. Des inflexions ont été annoncées, y compris pour les agents publics ou pour la fonction publique. Quel est votre avis à l'UNSA Fonction publique? Le gouvernement, par la voix du Premier ministre, puis par la voix de la ministre des Comptes publics, a annoncé le retrait de l'une des mesures que l'UNSA Fonction publique combat. Il n'y aura donc pas d'ajout de 2 jours de carence supplémentaires. C'est un point que je juge positif pour les agents, parce que personne ne choisit d'être malade ou accidenté. Et puis, ce sont des médecins qui délivrent des arrêts de travail. Il reste encore le premier jour de carence décidé par Gérald Darmanin en 2017, dont nous demandons toujours la suppression. L'obtention de ce recul, de la suppression de la mesure d'ajout de 2 jours de carence, est à mettre au profit de la réaction forte des agents, de leur mobilisation le 5 décembre dernier et de la signature de pétitions ou de l'envoi de cartes de vœux au Premier ministre. Nous avons remis au Premier ministre une pétition de plus de 52 500 signataires et je sais que plus de 6 000 cartes de vœux lui ont été envoyées. Mais, et le mais est important, le gouvernement maintient son projet de faire baisser la rémunération des agents publics de 10% pendant leur congé de maladie. Ce qui signifie en clair que le gouvernement a coupé la poire en deux, d'une certaine façon. C'est bien cela? Eh oui, le gouvernement Barnier prévoyait d'économiser plus d'1 milliard sur ces deux mesures en faisant payer aux agents malades la situation financière du pays. Les 2 jours de carence supplémentaires ont été estimés à un peu moins de 200 millions et la baisse de 10% à près de 900 millions d'économies pour le budget. Le gouvernement a déposé un amendement au Sénat introduisant cette baisse de 10% de la rémunération pendant les congés de maladie ordinaires et l'a fait voter. Nous combattons toujours cette mesure et nous appelons les députés à ne pas le voter. Je rappelle que c'est une rupture entre les agents et leur employeur qui jusque-là les accompagnait pendant leur congé de maladie ordinaire et de fait c'est un coup de canif à l'attractivité de la fonction publique. Luc, quelles sont vos analyses sur les autres mesures? L'une des réalités que je constate, c'est que François Bayrou repart du projet du budget 2025 préparé par Michel Barnier, qui lui-même avait dû s'appuyer sur celui de Gabriel Attal. Dans ce budget, nous estimons aussi comme un élément positif le recul sur les 4 000 suppressions de postes dans l'éducation nationale qui sont annulées. Mais nous avons toujours de fortes inquiétudes sur les autres suppressions de postes. Par exemple, les 10 000 prévues dans les agences qui remplissent tous des missions de service public. Un autre point semble aller dans le bon sens. C'est la révision à la hausse de l'Ondam, qui va permettre aux hôpitaux d'avoir un peu d'air. Mais le budget à 7 minutes ne comporte aucune mesure salariale de portée générale pour les agents. Je ne parle pas ici de telle ou telle mesure indemnitaire négociée dans chaque ministère. Je parle de la revalorisation de la valeur du point d'indice ou de la revalorisation des grilles, et ce, malgré le pouvoir d'achat des agents toujours en berne. Le pouvoir d'achat reste bien une des priorités de l'UNSA Fonction publique. Alors comment abordez-vous ce sujet vis-à-vis du nouveau gouvernement? En effet, c'est une de nos priorités, pour ne pas dire la priorité. Je me permets de rappeler la réalité de ces dernières années. 2017, il y a eu une hausse de 0,6% de la valeur du point d'indice décidée sous le quinquennat de François Hollande dans le cadre d'accords dits PPCR que nous avions négociés. De 2018 à 2022, il n'y a rien eu en matière de salaire. En 2022, alors que l'inflation s'envole à presque 8%, la hausse n'est que de 3,5%, soit moins de la moitié de l'inflation. En 2023, la hausse est de 1,5%, alors que l'inflation est 3 fois supérieure à 4,9%. On a ajouté 5 points d'indice au 1er janvier 2024, mais seulement au titre de cette année 2023. 2024 aura donc été une année blanche, avec en plus la suppression de la JIPA, cette garantie individuelle de pouvoir d'achat qui permet de verser une prime aux agents dont la progression de la rémunération est inférieure à celle de l'inflation sur les 4 dernières années, alors que cette année, de nombreux agents auraient été concernés. Pour l'UNSA Fonction publique, cette question du pouvoir d'achat est fondamentale. Pourquoi? Parce que les agents sont en difficulté financière, en particulier ceux qui sont le moins rémunérés.
Par exemple, le SMIC est légèrement supérieur de 6 centimes au bas de grille de la catégorie C. La progression de carrière absorbe l'inflation, ce qui signifie que le pouvoir d'achat est au mieux constant si la base de la rémunération n'est pas revalorisée en fonction de l'inflation. Et la base, c'est la valeur du point d'indice. C'est la raison pour laquelle l'UNSA Fonction publique revendique l'ouverture d'un nouveau chantier sur les carrières et les grilles indiciaires. Il y va de l'attractivité de la fonction publique et donc des métiers, mais aussi de la fidélisation des agents publics. Nous continuons d'agir en utilisant tous les canaux possibles pour peser sur le gouvernement et sur le Parlement. Et concernant le ministre de la fonction publique, il n'a pas pris de décision? Si, évidemment, il agit plus discrètement, moins médiatiquement, ne cherchant pas à faire le buzz comme son prédécesseur. Et c'est probablement une qualité. Par exemple, le ministre de la fonction publique, Laurent Marcangeli, a annoncé le maintien des concours talents. Il s'agit de permettre à des jeunes issus de certains milieux plus défavorisés de rentrer dans les grandes écoles de la fonction publique en ayant suivi des classes préparatoires dites talents, ouvertes donc aux titulaires d'une bourse de l'enseignement supérieur donnée sur critères sociaux. Ces concours étaient expérimentaux et sans cette décision, ils auraient disparu. Enfin, Luc, pour être complet sur ces sujets d'actualité, quel est votre avis sur les propos de la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles dans un journal de dimanche sur la journée de solidarité supplémentaire qui permettrait, selon elle, de faire gagner 2 milliards d'euros à la sécurité sociale? Catherine Vautrin vient de lancer un nouveau pavé. Elle a l'idée de créer une seconde journée de solidarité, c'est-à-dire de demander aux salariés et aux agents publics de travailler plus, mais de gagner moins. Il s'agirait de passer de 1607 heures travaillées aujourd'hui à 1614. Dans la fonction publique, les agents ne sont pas mieux payés, et ils devraient donc travailler 7 heures de plus gratuitement. Au nom de l'UNSA Fonction publique, je rejette cette idée. Ce serait un effort, une contribution supplémentaire demandée aux Français, tandis que les plus riches ne paieraient pas plus d'impôts et que les entreprises aidées financièrement par l'État ne se verraient pas imposer un peu plus de contrepartie et de solidarité. Ce n'est pas pour nous acceptable. Merci Luc de toutes ces informations, merci à vous tous de nous écouter et surtout merci pour votre fidélité. Grâce à vous, nous venons de passer les 15 000 téléchargements de ces podcasts. Pour nous poser vos questions, vous connaissez le principe, vous nous retrouvez sur le site de l'UNSA Fonction publique.